Bienvenue. Tout d'abord, quelques faits. 2009, ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. 2011, adieu. 2013, qui? 2016, Hortense. 2020, plus fort qu'elle. Quelques indices. Un manipulateur de grand talent. Un acrobate de l'émotion. Mais surtout des descriptions quasi documentaires du quotidien. Un coupable, Jacques Expert. Ensemble, nous allons essayer d'y voir plus clair, et ça tombe bien. Je vais plaider non coupable, quand même, si vous permettez. Pourtant, vous faites une récidive. Bon. Et ce qui est l'occasion de l'accueillir parmi nous ce soir, c'est pour la sortie de son dernier roman, Le Carnet des rancunes, publié en début de semaine par les éditions Calman-Lévy. Donc pendant pratiquement 1 heure, n'hésitez pas à m'interrompre, à nous interrompre si vous avez des questions. Vous êtes l'auteur donc de plus d'une vingtaine de livres, donc pratiquement 13 20 livres, donc 14 romans. policiers, moins 1. Moins 13 polars et effectivement un roman personnel qui est là, je crois. Qui s'appelle Ne nous quittons pas. Donc après avoir été reporter, directeur de programme, directeur de magazine, vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture à plein temps. Oui. Oui, la réponse est oui. Donc effectivement, maintenant j'écris des romans et j'écris aussi ce qu'on appelle des synopsis pour UGC et un scénario pour le cinéma de ce livre-là. Tu me plais. Être tourné l'été prochain. On aura l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à la fiction ? Le livre qui est au-dessus de vous, qui est mon premier roman, qui s'appelle La femme du monstre. Donc, auparavant, j'ai fait quelques livres qu'on appelle des essais, c'est-à-dire des documents. Le premier sur la détention de longue durée, qui s'appelait La longue peine. D'ailleurs, ce qui était déjà chez cet éditeur, qui s'appelait chez Calman-Lévy, qui s'appelait La longue peine, et qui retraçait le parcours carcéral de gens qui sont condamnés à perpétuité. Donc c'était à base de témoignages de gens qui rentraient en prison, enfin qui étaient condamnés et qui avaient des peines longues à faire, soit à perpétuité, soit 30 ans, donc qui envisageaient une sortie lointaine, jusqu'à des gens qui sortaient de prison. C'était ma mécanique de livre. Ensuite, j'ai été pour Radio France, pour France Inter, correspondant dans les Pays de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin. Et donc j'ai couvert toute la chute des différentes démocraties populaires, que ce soit en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, etc., jusqu'à la guerre en Yougoslavie. Donc j'ai vécu toute cette période-là. Et là, j'avais fait un livre qui s'appelait Jean de l'Est. J'ai fait des livres sur des portraits de criminels. De criminels. J'ai même fait un livre sur les Jeux Olympiques d'Atlanta, qui s'appelle La France qui gagne, qui était un livre de commande. Et au total, donc, j'ai fait quelques essais et je voulais faire un essai, donc, pour répondre à votre question, sur les femmes qui sont mariées à ce qu'on peut considérer être un monstre, parce qu'ils sont des monstres, c'est-à-dire des pédophiles, des serial violeurs, des serial killers, mais qui ignoraient la monstruosité de leur mari, du moins des femmes qui vivaient une vie normale, une vie sociale totalement intégrée, avec des vacances, des enfants, des amis, un boulot, etc., et qui, 20 ans plus tard, voient débarquer les gendarmes à qui on vient arrêter leur mari, et elle apprend, c'est un immeuble un immeuble de 20 étages qui tombe sur la tête, elle apprend que son mari est un monstre, et c'est la trajectoire de ces femmes-là m'intéressait, donc j'ai enquêté sur ces femmes-là pendant plusieurs mois, pensant faire un essai, et en fait, évidemment, c'est un livre qui est difficile à faire, parce que on ne peut pas arriver, bonjour madame, alors vous étiez mariée avec un monstre, racontez-moi, et puis bon, merci, au revoir madame. Évidemment, je caricature un peu, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut du temps de persuasion, de discuter avec elles, de les convaincre de vouloir témoigner. Et donc, comme j'avais un boulot à l'époque, j'étais patron d'une chaîne qui s'appelle Paris Première, j'ai décidé de faire de toute la documentation des 5 mois d'enquête que j'avais fait un premier roman qui s'appelle donc La femme du monstre et qui raconte le parcours
après, c'est romanesque, parce que le personnage est romanesque, ma femme lui montre qu'il est romanesque, mais en tout cas, tout ce qui est raconté à l'intérieur, ce sont ce que des femmes m'ont raconté des relations qu'elles pouvaient avoir dans leur vie quotidienne avec le monstre. Et donc j'ai écrit un roman, tout seul, de mon côté, sans en parler à aucun éditeur. Je l'ai envoyé, je m'en souviens, vendredi à une éditrice que je connaissais qui s'appelait Anne Carrière. Et le lundi matin, j'ai reçu un texto disant j'ai adoré, je prends. Donc elle a lu le week-end et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des romans. Et quand on met la main dans la machine romanesque, on n'a plus envie de... C'est tellement un plaisir d'écrire des romans qu'on n'a plus envie d'écrire des essais qui réclament beaucoup plus de rigueur, je dirais. Et c'est venu tout récemment, en fait, de le faire à temps plein. C'est pas quelque chose qui est arrivé tout de suite. Vous en aviez publié quand même pratiquement une dizaine avant. Donc j'ai fait pas mal tout en travaillant, hein, parce que j'étais patron des programmes d'RTL pendant 5 ans, donc j'ai quand même c'est du boulot quand même, il ne faut pas croire, hein, ça ne se fait pas tout seul. Mais j'écrivais, moi j'ai une qualité, si j'en ai une, c'est d'écrire vite. Je vais arriver à répondre à votre question. Non, il n'y a pas de souci. Et ça, je pense que ça vient du temps, de l'époque où j'étais journaliste-reporter. Quand on est sur un lieu de reportage, on n'a pas le temps de trop réfléchir. On écrit le papier. Vous avez des délais à respecter. Et je pense que j'en ai gardé ce réflexe. Même quand là, je suis en train d'écrire mon nouvel roman, quand je me mets devant l'ordinateur, ça démarre tout de suite. Et j'écris vite. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Je fais un chapitre en 1 heure. Donc ça va assez vite. Voilà. Après, mes chapitres sont courts, c'est un avantage. Alors pourquoi est-ce que je suis passé à la fiction, à faire de l'écriture? C'est-à-dire, ce que je ne faisais pas avant, c'est écrire des synopsis, des scénarios et plus des romans. C'est tout simplement un bouleversement dans l'histoire de RTL dont j'étais le patron. C'est que RTL a été racheté par M6 il y a de cela 3 ans maintenant. Et pour des raisons personnelles, je peux vous le dire ici, je ne voulais pas travailler avec M6. Parce que j'y ai travaillé et ça m'a suffi. J'étais directeur des magazines d'M6 pendant un moment et la pression qui est exercée quand on est dans ce groupe-là, j'en voulais pas. Et donc j'ai négocié mon départ et j'ai décidé de faire que l'écriture. Voilà l'histoire. J'ai répondu à votre question. Oui, exactement. Voilà. Tonino Benacquista dit que le polar offre de plus grandes libertés. Est-ce que c'est aussi votre avis? Parce que vous auriez pu ne pas écrire de romans policiers. Enfin, est-ce que vous pouviez vraiment ne pas écrire de romans policiers avec les faits que vous avez couverts durant votre carrière de journaliste? Alors, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de ce roman-là qui s'appelle Tu me plais, qui sera tourné pour le cinéma l'été prochain. Donc celui-là, il est sorti uniquement en poche d'ailleurs. Et ma femme me dit, bon ben écoute, maintenant, je veux que tu fasses un best-seller. Hein. Arrête le polar, je veux un best-seller, un truc qui fait 1 million d'exemplaires, on ira vivre sur une île et on sera heureux. Enfin, caricature. Et j'ai commencé ce roman en disant, bon, je vais faire un Marc Lévy. Pourquoi pas, Marc Lévy vend des centaines de milliers d'exemplaires. Moi aussi, je vais... Et donc j'ai commencé à écrire ce roman qui raconte l'histoire, qui est basée uniquement sur le hasard. C'est-à-dire une jolie fille rencontre un joli garçon dans le métro, le hasard veut qu'ils soient assis face à face et que ça matche entre eux. Et je voulais faire tout un roman à partir du hasard et vraiment un feel good, je voulais faire. J'étais prêt à faire ça. Mais manque de peau, j'ai été rattrapé par le démon qui est en moi, c'est que le joli garçon se révèle être un serial killer. Voilà, donc pour tout vous dire, je ne peux pas échapper à mon destin de démon et d'écrire des polars. Alors on peut revenir sur Tu me plais, avec quelques-uns d'autres de vos romans. Vous avez une particularité dans vos romans, c'est la notion de durée chez vous, c'est la temporalité. Alors Tu me plais, l'exercice consiste à faire un roman sur la durée de la ligne 1 du métro parisien. Vous avez un rapport particulier au temps dans vos romans. Le jour de ma mort, c'est 24 heures. 24 heures. Alors, pas tout à fait 24 heures comme
Vous le rappeliez tout à l'heure, mais c'est 24 heures. Donc vous avez cette notion. C'est pareil pour qui se passe sur la durée d'une émission de télé, 52 minutes. Et vous le tenez. Vous le tenez sur la durée. Pour Tu me plais, et je vous recommande de le lire, vous allez avoir le défilement des stations de métro avec à chaque fois des ambiances, des descriptions. J'avais pas. C'est une révélation ce que vous dites, parce que je n'avais pas réalisé que... Ah, je vous ai prévenu, on autopsie vos livres aujourd'hui. Voilà, oui, j'ai m'allongé, puis j'ai parlé. Je ne sais pas. C'était pas voulu, la temporalité de jouer à ce point sur les... C'est pas très voulu, parce que je trouve que, en tout cas, la temporalité, qui effectivement existe même de façon toujours induite, malgré tout, pas de façon aussi évidente que dans les 3 exemples que vous avez donnés. Et par exemple, effectivement, celui-là, celui qu'on voyait tout à l'heure, La femme du monstre, ça se passe dans la durée d'un procès, avec des flashbacks, mais c'est le monstre qui est jugé et sa femme qui assiste au procès du monstre. Donc il y a une temporalité aussi qui sont les 3 jours d'audience. Donc effectivement, je n'avais pas réalisé jusque-là que la temporalité était récurrente d'une certaine façon dans ce que je peux faire, mais je pense que c'est un élément de suspense malgré tout, la temporalité. Dans un polar, ça aide au suspense. Mais là, pour Tu me plais, on a quand même l'impact. Oui, on sait qu'à un moment donné, il y a un terminus. Oui, on monte dans un métro et on descend là où on doit descendre. Donc, je suis d'accord avec vous. Après, c'était pas voulu. La temporalité, avoir tous des romans. Enfin, quand je fais Le jour de ma mort, la temporalité, je l'ai voulu dès le début. Je sais que ça va commencer à minuit, que ça va finir à minuit le lendemain. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, le jour 24 heures. Oui. Voilà, que c'est 24 heures. Et encore une fois, je pense que la temporalité est un élément qui aide au suspense d'un polar. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Si on regarde la plupart des polars, il y a toujours de la temporalité dans les polars. Oui, mais on peut être vite perdu par d'autres atmosphères. Vous, le quotidien s'imprègne bien avec cette notion de temps qu'il y a dans vos livres. Et moi, alors là, ce qui m'intéresse fondamentalement, ce n'est pas le crime en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le criminel. Alors, c'est le personnage qui m'intéresse. Tout à l'heure, je parlais de mon premier livre, qui est donc dans la prison, sur la détention de longue durée. Il y a des auteurs qui feraient un essai bien documenté, avec avec un parti pris pour dire il faut la perpétuité, il faut qu'elle soit effective, ou d'autres qui disent au contraire, il peut y avoir une démonstration. Moi, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est de raconter des faits à travers des témoignages d'individus. Et c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, j'ai fait donc un livre sur l'Europe de l'Est, et pareil, il y a des gens qui ont fait des livres sur le passage du communisme au capitalisme, sur ce que ça a changé, comment les démocraties populaires ont pu tomber les unes après les autres, quelle est l'influence de Moscou là-dedans. Enfin, il y a eu des tas de livres là-dessus. Moi, je l'ai fait, ce livre-là, uniquement à base de témoignages, c'est-à-dire des gens que j'avais rencontrés soit en Pologne, soit en Bulgarie, en Roumanie, enfin dans tous les pays où j'allais. Et je veux dire par là, ce qui m'intéresse, c'est les gens m'intéressent plus que les faits, bizarrement. Et c'est pour ça que mes romans sont très psychologiques, qui sont assez humains finalement. Parce que les gens que je raconte là, ils sont tous des gens qui pourraient être l'un d'entre vous, d'une certaine façon. Ça pourrait être vous. Tout à fait. C'est des gens qu'on côtoie et dont on n'imagine pas le côté sombre, qui sont dans la vie, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cette part inconnue qu'il y a chez des gens qu'on côtoie au quotidien. Donc ce qui vous intéresse le plus, c'est la personnalité du meurtrier, plutôt que le moment où tout va basculer? Oui, c'est-à-dire, vous voyez, je vais prendre un fait divers dont on a parlé, qui est l'affaire de Jonathan Daval. Jonathan Daval, vous voyez.
il a tué sa femme, donc il a brûlé son corps, etc. Mais d'une certaine façon, je ne dirais pas que c'est des féminicides. Il y en a il y en a, je ne sais pas, au moins une trentaine, ou je ne sais pas combien, une vingtaine depuis le début de l'année. Donc c'est relativement aujourd'hui presque devenu banal. Ce qui est intéressant dans la personnalité de Jonathan Daval, c'est lui. Lui est intéressant. Lui, comment il a pu tromper ses beaux-parents, comment il a pu mener des marches blanches à la mémoire de sa femme, comment il a pleuré à côté de ses beaux-parents, comment il s'est bien coiffé pour faire les marches blanches avec les cheveux bien gominés. Ce personnage est intéressant en tant que tel, il est romanesque. Et lui m'intéresse plus que le fait qu'il ait tué sa femme. Ce qui se passe dans la tête des gens m'interpelle, oui, j'allais dire me fascine, ça ne me fascine pas, le terme serait le mot serait trop fort, mais vraiment m'intéresse. Ce qui se passe là, à quel moment on bascule, c'est ça qui est intéressant. Je peux vous donner une anecdote qui m'a beaucoup frappé dans ma vie professionnelle. C'est pendant la guerre en Yougoslavie, que j'ai beaucoup couvert quand j'étais à France Inter. Il y a une région qui s'appelle la Krajina, qui est du côté croate et qui est à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine vers le sud. Et elle est essentiellement peuplée de Serbes, mais il y avait une population croate. Les gens dans ces régions-là, les gens se mariaient, il y avait des mariages entre orthodoxes serbes et catholiques croates, en fait tout le monde se mélangeait, etc. Et je me souviens d'y être passé en allant vers la Bosnie. Et il y avait un barbecue, c'était un dimanche, et il y avait Serbes et Croates qui étaient en train de partager un barbecue. Donc on est raté, ils m'ont invité, on a mangé, etc. Et je suis repassé 8 jours plus tard, les Serbes avaient massacré les Croates. Ou du moins quelques-uns, et les autres avaient réussi à s'enfuir. Et ce basculement ce basculement, pour moi, m'a toujours interpellé. Comment d'amis on peut devenir aussi monstrueux dans les agissements. Ça, j'ai ce souvenir toujours ancré en moi parce que je ne le comprends pas. Vous me faites ma transition pour le carnet des rancunes. Ouais. Est-ce que vous pouvez en deux mots présenter au lecteur votre nouveau roman policier? Alors c'est l'histoire d'un rancunier, puisque c'est l'histoire d'un comptable qui a une vie ordinaire, une vie assez banale, etc., mais qui, tout au long de sa vie, a marqué dans son carnet des rancunes, a fait la liste des gens à qui il avait une rancune à régler, en se disant, le jour de mes 50 ans, je réglerai mes rancunes les unes après les autres, c'est-à-dire je me vengerai du mal qu'on m'a fait, et je me vengerai à la mesure du mal qu'on m'a fait. Et donc, il a 50 ans, il vient de fêter son anniversaire, et donc il a une douzaine de rancunes qu'il va régler les unes après les autres. Et une est particulièrement, et qui sert de colonne vertébrale, de fil conducteur, une est particulièrement violente, puisqu'il a décidé que cette personne-là, et on le sait dès le début, celui-là mourra, il le tuera. Alors, une fois qu'il aura épuisé ses 11 autres rancunes, celui-là, le 12e, il mourra. Alors, la question, c'est savoir est-ce que la personne qui est visée mourra ou est-ce que, parce qu'elle s'aperçoit, parce qu'il la harcèle pendant tout ce temps, etc. Enfin, il y a tout un système d'harcèlement. La personne s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui lui en veut, qui va gagner des deux. C'est tout le suspense du livre jusqu'à un dénouement qui est assez. On n'en parlera pas. Qui est totalement inattendu là-dessus. Exactement. Et c'est assez particulier parce que c'est la première fois où on sait normalement qui doit mourir et par qui. C'est la première fois où victime et meurtrier sont... Mourir, mais est-ce que celui qui doit mourir ne mourra pas? On ne sait pas. C'est une espèce de combat entre les deux, qui sert de fil conducteur au livre. Et comment vous avez construit ces personnages pour le carnet des rancunes? Alors, vous aviez des comptes à régler avec vos voisins, avec la famille? Non, les amis? Parce que, effectivement, la question, c'est à savoir, est-ce que quand on écrit le carnet des rancunes, est-ce qu'on est soi-même rancunier? Oui. Et en fait, non. En ce qui me concerne, non, mais je pense qu'il y a très peu de rancuniers en réalité.
dans les gens. Je ne sais pas si vous posez la question à vous qui êtes là, est-ce que vous êtes rancunier ou pas, c'est difficile à... Je crois qu'une rancune, elle se gomme avec le temps, généralement. C'est pour ça que mon personnage est quand même romanesque, puisqu'il est... Voilà, lui, sauf chez il a Sébastien oublié, Desmichel, où il est c'est une obsessionnel obsession. de ses Oui. rancunes. Donc c'est un roman, hein. Mais je crois que dans la vraie vie, les rancunes, on finit par les gommer. Le temps gomme la rancune. Il y a une différence entre la rancune et la haine. Je pense que la haine, si on a eu de la haine à un certain moment, ça va quelqu'un qui vous a fait vraiment beaucoup de mal, ça on n'oublie pas. Mais les petites rancunes du quotidien, dans le boulot, les rancunes à l'école quand on a été victime d'un mauvais camarade ou comme ça, le temps fait généralement on passe l'éponge. Alors lui, il l'a pas oublié, Lui non, puisque son camarade de 5e lui c'est un vrai rancunier. va s'en rappeler dessus. Le point commun aussi avec vos personnages, Sébastien comme Yannick, en fait le personnage qui est harcelé, avant l'ultime ou pas, c'est la détermination. Vos personnages sont déterminés. Pour le jour de ma mort, cette demoiselle Charlotte, on lui a annoncé, un médium lui a annoncé qu'elle allait mourir le jour de son anniversaire. Et en fait, elle a un seul objectif. Rester vivante. Rester vivante. Et ils ont tous une détermination dans les personnages, c'est malgré le temps, malgré la banalité, puisque tout est... Ouais, ça c'est un peu un ressort de Polar aussi, hein. Il faut des personnages qui refusent ce qui peut leur arriver, quoi. Il faut que ça marche. Là, ça fonctionne. Ça marche pas, là, ça fonctionne. Là, on ne peut pas dire, mais est-ce que ça marche dans le carnet des rancunes? C'est pas sûr. Hein, c'est tout le suspense du truc. Donc, sur le carnet des rancunes, c'est, comme beaucoup de vos romans, c'est aussi basé donc, sur une rivalité. Là, il y a la rivalité entre Sébastien Desmichel et Yannick. Il y a aussi la rivalité pour le jour de ma mort entre le meurtrier et la future morte, si elle meurt. C'est quelque chose que vous pensez déjà au début, que vous travaillez? Pas tellement, en fait. Encore une fois, c'est des histoires qui sont c'est des thrillers, donc il faut forcément des oppositions entre les individus. Enfin, c'est pas des feel-good où tout le monde est heureux, où au final tout le monde est heureux. Là, il faut quand même une fin qui soit un peu... qui soit costaud, quoi. Enfin, c'est ce qu'on essaie, c'est du moins ce que j'essaie de faire dans mes romans. Il faut que ça... vous savez, dans un roman, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut réussir. C'est le début. Il faut appâter par l'enjeu. Il faut sentir l'enjeu dès le début. Moi, c'est comme ça que je le fais. Et puis, après, il faut que la fin reste en mémoire en disant il faut que la fin soit vraisemblable. Il faut que ça puisse, enfin, qu'on se dise, il faut que ce soit vraisemblable. On dit, genre, il est sorti, il s'est tiré du truc vraiment par la petite porte. Il faut sortir par la grande porte. Et je pense que si on réussit l'entrée et la sortie, le roman est réussi. Après, le milieu, je ne dis pas que c'est du remplissage, mais c'est de la montée en sauce. Mais il faut vraiment réussir le dernier coup de mayonnaise. Et vous l'avez, ça, dès le début, quand vous vous lancez dans un nouveau roman, vous avez déjà le début, la fin, vous avez un plan détaillé? Alors, vous connaissez la réponse. Alors, encore une fois, ce n'est pas particulier à moi, parce que je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui font vraiment des plans qui sont extrêmement précis, rigoureux, qui sont incapables de se lancer dans l'écriture s'ils n'ont pas vraiment un cadre vraiment bien établi. J'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Michel Bussy. Oui, Franck Tillier aussi travaille comme ça, avec un plan très détaillé. Michel, enfin lui, on n'a pas parlé, mais avec Bussy, il m'a dit si je n'ai pas mon plan, je ne peux pas. Et moi, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, dans aucun des 14 livres que j'ai faits, j'ai eu de plan. Je ne sais pas faire. J'ai essayé, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus, c'est plus tranquillisant de faire un plan, parce qu'on se dit, au moins, on sait où on va. Je vais vous donner un exemple récent. Dans le train pour venir, je suis en train d'écrire mon prochain roman, celui qui sortira en 2023. Et j'ai écrit à peu près la moitié pour l'instant. Et comme c'est long pour venir à Béziers, un petit peu, oui. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire le plan de la suite. Vraiment, j'ai écrit deux chapitres, enfin 2 résumés de chapitres. Puis j'ai arrêté, je n'y arriverai pas.
Et donc j'ai repris mon livre, et puis j'ai bouquiné, j'ai arrêté, j'arrive pas. Je ne sais pas faire un plan, j'y arrive pas. Et donc je pars vraiment. Après, je préfère d'ailleurs, parce que écrire un livre, c'est presque une aventure pour moi. Je pars avec des personnages, il y a des nouveaux personnages auxquels je n'ai pas pensé dès le début et qui viennent se greffer, et surtout, dans aucun, je connais la fin. Vraiment, j'ai fait Alors c'est surprenant 13 polars, pour et certains. dans aucun, je connais la fin. D'accord. Aucun. D'ailleurs, je pars à l'aventure, et après, c'est pas quand on est à la dernière page qu'on dit, tiens, ça va finir comme ça. La fin, elle mûrit petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture. On se dit, tiens, c'est comme ça que ça devrait finir. Vous voyez? Mais sur qui? Mais au départ, je ne connais pas la fin, je vous assure. Dans aucun, je sais comment ça va finir. Alors qui, sur la particularité, c'est que le roman dure le temps d'une émission de télévision de 52 minutes, et nous avons les points de vue des différents protagonistes. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Ouais. Ils sont quatre, et à l'intérieur des quatre, il y a le criminel. Et donc vous saviez quand vous avez commencé à l'écrire, là vous saviez non. À la fin, non vous saviez pas, vous êtes non. décidé sur le dernier, savoir lequel. Donc en fait, vous disiez, il y a une émission qui s'appelle Affaires non résolues qui passait sur France 2, qui continue à passer, je pense, à la télé. Et c'est d'ailleurs en la regardant que j'ai pensé à ce roman qui s'appelle Qui. Et, puisque c'est une affaire non résolue, donc le criminel n'a pas été arrêté. Hein. C'est le principe de l'émission. Et je me suis dit, si ça se trouve, le type qui est en train de... L'émission que je suis en train de regarder, le criminel, il sait que c'est lui qui a fait ce crime-là, et peut-être il regarde la télé avec sa famille, sa femme elle dit quel salopard celui-là, et c'est lui qui a fait le coup. Et c'est à partir de là que j'ai écrit ça, donc qui dure effectivement, vous parliez de temporalité, le temps de l'émission de télévision, et au bout des 52 minutes de l'émission de télévision, le type est confondu. Il se passe des choses qui font que on sait on sait. Mais j'ai construit 4 personnages qui peuvent être le criminel, parce qu'il fréquentait la jeune fille qui a été assassinée, etc. Donc les 4 peuvent être le criminel. Et vraiment, ce n'est que vers la fin que j'ai choisi celui qui allait être le criminel. Après, quand on travaille comme ça, il faut une cohérence un peu à l'ensemble. Donc on reprend le livre depuis le début et on fait en sorte d'éventuellement donner quelques petits indices, de rendre la fin crédible par rapport à celui qui est désigné. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je pars à l'aventure, j'arrive à un résultat, et puis après, je refais la route. J'essaie de refaire la route. Dans vos romans aussi, il y a quelques points communs quand même. C'est au niveau de vos personnages féminins. On a une énorme empathie pour quasiment je dis bien quasiment tous, pas tous, vos personnages féminins. Raphaël, dans Plus fort qu'elle, dès le début, on s'attache au personnage de la secrétaire qui est l'amante en fait du mari de la victime. Donc après, on ne sait pas qui a tué la femme, mais Raphaël, donc sa secrétaire, et même les autres personnages féminins, on s'y attache énormément. Dans le carnet des rancunes, on s'attache énormément à Agnès, la femme de Yannick. Il faut savoir qu'avant l'ultime vengeance, si ultime vengeance il y a, Sébastien Desmichel, donc le personnage du carnet des rancunes, donc votre rancunier, harcèle ce fameux Yannick, et c'est plutôt sa femme et sa fille en fait qui subissent de plein fouet le harcèlement. Et vos femmes sont décrites avec énormément de... Oui, on a énormément d'empathie, surtout face au système judiciaire ou au système de police qui les malmène toutes. Oui. Je ne sais pas quoi répondre à ça parce que ça c'est... Pareil, vous me disiez tout à l'heure que vous vous en étiez pas rendu compte. Dans La femme du monstre qu'on voyait tout à l'heure, votre premier. La femme, au final, est plus monstrueuse que le monstre. Donc, vous voyez, c'est un peu la démonstration à l'inverse de ce que vous dites. 1 sur 15. Non, mais je ne sais pas.
Est-ce que j'ai plus d'empathie pour les femmes? Probablement, je ne sais pas. Objectivement, je ne sais pas. Par rapport à vos rencontres, vous avez plus souvent rencontré les femmes des... Ouais, mon premier roman, moi j'ai eu un seul prix littéraire dans ma vie, qui est La femme du monstre, et qui m'a été donné par des romancières. Ça s'appelait c'est un prix qui était donné par des femmes romancières, ça s'appelait le prix des romancières. Et elles avaient estimé que j'avais une psychologie, que j'avais bien étudié la psychologie de la femme. Parce que c'était le principe de ce prix. Et c'est ce qu'elles avaient salué chez moi. Donc je pense que, je ne sais pas pourquoi. Après, Mais sur les autres, ça se confirme pourquoi aussi. j'ai plus Sur les... d'empathie pour les femmes, c'est peut-être banal de le dire parce que je suis un homme, je ne sais pas, c'est possible. Je sais pas. Dans tout ce qui est, dans la plupart de vos livres, les situations amoureuses en fait définissent plus vos personnages que leur situation professionnelle. Des situations amoureuses souvent bancales. Est-ce que ça conduit forcément au meurtre? Non, heureusement, hein. Quand même. Enfin, quand même, on a quelques beaux exemples dans vos... Ouais, mais je peux juste vous rappeler que ce sont des polars. Donc, dans des polars, généralement, il y a des meurtres. Donc, c'est pour ça. On autopsie l'histoire jusqu'au bout dans vos personnages. Donc, je ne sais pas. Non, en tout cas, heureusement que tout ne conduit pas à un meurtre. Les relations conflictuelles, il y en a partout. Heureusement que ça se finit juste par des séparations, dans des couples, ou dans des séparations entre des amis ou des choses comme ça. Enfin, heureusement que tout finit pas par qu'on ne s'entretue pas les uns les autres en permanence, ça serait terrible. Mais dans un polar, il faut quand même qu'il y ait... Après, vous avez remarqué dans mes livres, il n'y a pas de... C'est pas gore, en fait. Hein. Non, mais ça peut être violent. C'est dur, très violent, même. Mais, encore une fois, vous savez, comment dire, j'ai beaucoup bourlingué dans ma vie professionnelle. J'ai été pendant 15 ans reporter à France Inter. J'ai fait des guerres, des affaires criminelles. Donc je suis assez vacciné à l'aspect noir de l'humanité, objectivement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai fait des documentaires sur des procès. Enfin, je faisais une série sur France 5 qui s'appelait Verdict. On a fait une 60aine de numéros qui racontaient des histoires criminelles à travers la mécanique d'un procès. Donc j'en ai fait 60, donc 60 de 52 minutes chacun, donc ça nourrit son homme en termes d'inspiration et d'exemples. D'inspiration et objectivement, et généralement quand on assiste à un procès, c'est pas des procès de bisounours, à chaque fois c'est des histoires qui sont dures, etc. Donc je suis vacciné à la dureté, Donc les gens disent, vos livres ils sont psychologiquement durs. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais je raconte aussi, je pense que c'est l'expression aussi d'un parcours personnel. Qu'on ressent dans vos livres. Ouais. Tu sais, j'ai assisté à des trucs parfois inimaginables, je vous assure. Donc, on vous croit, hein, par rapport donc ça me... Oui, j'ai été vacciné à la violence quand même. On ne peut pas dire le contraire. Pour rien. Vous faites, certains de vos confrères, comme Franck Tillier, Bernard Minier, Nico Taquian, font appel à des héros récurrents. Vous n'en avez pas dans vos romans, pas encore? Ou pas encore? Non, pas encore. Non. Encore une fois, j'ai rien contre les héros récurrents. Hein. Enfin, mais je préfère... Enfin, l'écriture, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un héros récurrent qu'il n'y a pas de plaisir. Hein. Ça n'a rien à voir. Simplement, moi, mon plaisir, c'est d'inventer une histoire dans un univers différent, d'explorer... avec des personnages à chaque fois différents aussi. Moi, c'est vraiment mon plaisir. Enfin, ça ne serait pas un plaisir d'écrire, je n'aurais pas fait, hein, parce que j'avais suffisamment de boulot à un moment, parce que c'est quand même du travail, ça a l'air de rien, même si j'écris vite, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même, écrire un roman, c'est quand même du travail. Je ne peux pas dire le contraire.
Donc si ce n'était pas un plaisir, je ne ferais pas. J'aurais arrêté depuis longtemps. Et à chaque fois, c'est un régal pour moi. Ouais. Et donc, mon régal, c'est d'inventer des histoires dans de nouveaux univers. Ce qui ne veut pas dire qu'un héros récurrent, on ne peut pas le changer d'univers non plus. Mais le hasard veut que je préfère ça. Mais là, encore une fois, c'est très personnel. C'est très, Vous avez répondu à ma question. c'est personnel. C'est difficile à expliquer mieux que ça. Dire, j'aime bien repartir sur un univers, sur des gens, sur Une atmosphère différente à chaque fois. parce que, et encore une fois, les gens, moi je suis un gros lecteur de Connelly, il a un héros récurrent et j'aime bien. Après, son héros récurrent, ce qui est super, c'est qu'on le fait évoluer, il grandit, il se marie, il a des enfants, enfin, il vieillit, etc. Et c'est super aussi. Mais moi, mon truc, c'est ça. J'y peux rien, c'est comme ça. La télévision et le cinéma se sont intéressés à vos livres. Certains des projets ont déjà abouti. Pour ce soir, Je vais tuer l'assassin de mon fils, il a été adapté et diffusé sur TF1. Ouais. Pour Hortense, c'était France Télévisions. Ouais. De Gouttes d'eau, c'était France Télé aussi. Vous avez d'autres projets? Là, donc, il y a Plus fort qu'elle qui est en train d'être finalisé au niveau du scénario pour TF1 aussi, en 4 épisodes. Et là, on va tourner pour le cinéma Tu me plais, l'été prochain. Et c'est le réalisateur qui a fait Mesrine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a voulu le faire et qui va le faire. Et vous participez à l'adaptation de vos propres livres ou pas du tout? Sauf je suis là, parce que là, je me suis laissé convaincre pour participer à l'écriture de Tu me plais, parce que moi je marche pas mal à l'affectif. Et le réalisateur est sympa, et il voulait absolument que je bosse avec lui, donc il m'a convaincu de le faire. Mais sinon, j'aime pas, en réalité, j'aime pas revenir sur ce que vous avez sur un truc écrit. que j'ai fait, j'aime pas. Mais là, comme il était sympa et que ça s'est bien passé, après, pour être tout à fait honnête, il fait 70% du boulot. Hein. C'est encore mieux. Et vous, ça vous plairait pas de produire un scénario original pour... C'est ce que je fais. Par exemple, j'écris une série pour TF1 en ce moment qui est un scénario original. Même j'en ai écrit 2 en fait. Enfin, je fais des synopsis. Je ne veux pas aller jusqu'au scénario, je fais le synopsis. Je raconte des histoires et ensuite donc il y a une qui est en train d'être faite pour TF1 en ce moment en 6 épisodes, une histoire originale. D'accord. Et là j'en ai fait une autre qui a été prise aussi. Et sur les précédentes adaptations, vous les avez regardées? Oui, j'ai regardé les 3, forcément. Enfin, et même d'ailleurs, c'est un détail. Parce que moi j'ai une exigence, c'est d'être figurant dans les films. Donc je suis figurant dans les 3. Et je serai figurant dans les 2 qui viennent. Inspiration d'Alfred Hitchcock. Voilà, exactement. Donc je suis figurant, donc c'est une blague un peu comme ça. Vous avez eu l'impression que l'histoire était différente ou vous avez retrouvé votre patte d'écrivain de l'intérieur? Il y en a 2 qui sont vraiment réussis. Après, une adaptation, c'est... Enfin, moi, je n'ai pas tellement d'ego, donc je fais assez confiance aux gens qui adaptent, etc. On ne peut pas exiger que ce soit fidèle à ce qu'on a fait. Parce que il y a des raccourcis, il y a il y a des choses, même le scénariste trouve des choses qui sont même mieux que ce que vous avez fait. Par exemple, dans Deux gouttes d'eau, ça se passe dans un commissariat, et il y a une bonne idée du scénariste, c'est un commissariat qui va déménager, donc ils sont dans les cartons, etc., donc qui donne une ambiance au commissariat particulière que moi je n'ai pas mis, et qui donne un petit plus. Donc je n'allais pas dire, et le héros est un homme, le commissaire est un homme dans mon histoire, là c'est une femme, et ça ne me gêne pas, je m'en fous. Enfin, c'est pas à partir du moment où l'histoire, l'esprit est respecté. Et là, il y en a 2 où vraiment l'esprit a été parfaitement respecté. Dans Ce soir, j'ai tué l'assassin de mon fils. Et en revanche, dans Hortense, là, franchement, l'adaptation est ratée. C'est compliqué d'adapter Hortense pour ceux qui l'ont. Oui, non, c'est compliqué parce que le roman il y a toute une atmosphère en plus. Est assez dur psychologiquement et que quand on fait une adaptation, que ce soit pour TF1 ou dans le cas précis sur France 2, il faut mettre
ces livres sont trop violents, il faut mettre de l'eau dans son vin, quoi. Et ils en ont mis tellement d'eau que le vin, on ne sent même plus le vin, quoi, dans Hortense. Donc, objectivement, Hortense est raté en tant qu'adaptation. Après, ça ne va pas empêcher d'aller sur le tournage, d'être figurant dans Hortense. Donc, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est pas non plus. Je ne m'appelle pas Balzac ni Victor Hugo, enfin, c'est pas très grave, vous voyez. Donc c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'objectivement, cette adaptation n'est pas réussie. Et surtout, elle n'est pas fidèle à l'atmosphère. ce que j'ai vraiment voulu mettre dans le livre. Mais je pense que la faute vient du diffuseur. C'est-à-dire, les diffuseurs sont extrêmement exigeants, ils ont une certaine idée de ce qu'est leur public, etc. Il ne faut pas trop les bousculer, donc on peut être dur, mais pas trop. Et donc, ils ont tellement édulcoré le livre que finalement, il a perdu beaucoup de sa saveur, l'adaptation. Donc à lire en priorité. Donc à lire en priorité. Enfin, en tout cas, objectivement, le livre est mieux que l'adaptation. Dans Hortense, j'en suis sûr. Parce que, vous, on en parlait tout à l'heure, la fin d'Hortense est extrêmement brutale. Je disais à Jacques Expert que pour Hortense, à sa lecture, j'ai mis quelques années après à pouvoir ouvrir d'autres livres parce que j'ai pris un mur en pleine tête. Il n'y a pas d'autre moyen de décrire l'atmosphère. On est enfermé, ça montre au fur et à mesure, mais la plupart, dans tous vos livres, d'ailleurs, c'est ça, ça arrive de plus en plus. Et là, pour Hortense, j'ai pas senti le mouvement de bascule. Là, moi, je l'ai vraiment pris. C'est volontaire. Parce que dans Hortense, et d'ailleurs ça explique un peu les relations qui sont importantes quand on écrit un roman, on croit que le roman qui est là, c'est le roman qu'on dépose à son éditeur et qu'il enlève juste les fautes d'orthographe et qu'il le publie comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe, quels que soient les auteurs, hein, du moins de polar. C'est qu'il y a une discussion qui se fait avec l'éditeur et qui dit là ton personnage, tu devrais creuser, là la scène n'est pas terrible, etc. Donc il y a un travail de plusieurs mois avec un éditeur dans un échange et objectivement, le roman qui est publié est mieux que celui qu'on a rendu. Enfin, en tout cas, je parle à titre personnel, c'est mieux. Parce que c'est ça l'importance de l'auteur, c'est qu'il vous fait travailler, il vous fait réfléchir à votre histoire, et il l'améliore. Il n'écrit pas à votre place, c'est vous qui écrivez, mais il retravaille avec vous en disant là, ta scène n'est pas très bien réussie, etc. Retravaille là, etc. Enfin, c'est un travail d'éditeur qui pour moi est essentiel et pour lequel je suis partant à 100%. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, on a envie qu'ils disent c'est super, et puis manque de peau, il y a encore un truc qui ne va pas. Alors, dans le cas d'Hortense, où la fin est extrêmement brutale, puisque c'est les 2 derniers paragraphes du livre où tout bascule. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en deux, trois phrases pour les lecteurs? Je vais juste finir là, pour vous dire le travail de l'éditeur. C'est que dans Hortense, j'avais fait une conclusion assez longue qui se passait dans le bureau du juge d'instruction qui explique tout. Et mon éditeur m'a dit, on l'enlève. Parce qu'après un coup de poing, on ne peut pas donner une caresse. C'est sa formule. Il avait raison. Et il avait raison. Et vraiment, c'est-à-dire, je ne regrette pas, effectivement, la fin est extrêmement brutale, on ne s'y attend pas, et elle est cohérente avec le reste du livre, mais elle est brutale. Et on reste un peu scotché sur le... Alors, cohérente avec le restant du livre, après l'avoir lu. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à la fin avant d'avoir... Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire d'Hortense? Oui, alors, Hortense, c'est au départ une histoire vraie d'une femme que j'avais rencontrée quand j'étais à France Inter. Cette femme qui ressemble vraiment à mon personnage, hein, qui est là, c'est une femme qui est tombée amoureuse, qui a eu un enfant avec un homme, et cet homme l'a quittée quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, et elle était enceinte de 6 mois. Bon, le mec, c'était un peu un rouleur de mécanique, etc. Tout ça est vrai. Et il a disparu de sa vie. Elle a accouché, elle a commencé à lever sa fille, et quand sa fille, là j'ai un peu réduit la période, mais quand sa fille avait 3 ans, le géniteur a voulu voir sa fille. Et donc elle a refusé, elle lui a fermé la porte, elle a refusé qu'il la voie.
Et donc il tournait autour, il voulait la voir, etc. Et puis un jour, et ça c'est vraiment l'histoire vraie, il est arrivé chez elle, elle habitait dans rue des Martyrs, comme là, et il a forcé sa porte, il l'a attachée à une chaise, et il a pris la petite fille, il a dit ta fille tu la reverras jamais. Il a disparu, et ça a été considéré à l'époque comme un enlèvement d'enfant, parce que comme il l'avait pas reconnu, donc il y a même Interpol qui était intervenu, etc. Et on sait que cet enfant, ils ont fait leur vie, ont trouvé leurs traces, comme je le dis dans le livre, en Martinique, au Venezuela. Donc on sait que la fille, que cet enfant qui a été privé de sa mère, a grandi probablement avec un homme qui lui a dit ta mère est morte, et elle a vécu comme ça. Et donc j'ai toujours gardé le contact avec cette femme, et dont j'ai changé le prénom dans le livre, et je l'appelais pour savoir ce qu'elle faisait. Donc elle est même passée dans l'émission de Jacques Pradel sur TF1, elle s'est enchaînée aux grilles du palais de justice, elle a tout fait, les magnétiseurs, les machins, etc. Pendant toute sa vie, elle n'avait qu'une obsession, c'était retrouver sa fille. Et ça, donc, tout ça est raconté là, parce qu'elle me l'a raconté. Et après, l'histoire prend une autre. La deuxième partie est totalement romanesque. Et la dernière fois que j'ai vu cette femme, on a déjeuné ensemble, et elle m'a dit Jacques, j'abandonne, je sais que je ne reverrai jamais ma fille, c'est trop dur, j'ai passé 30 ans à la chercher, j'arrête, je vais vivre en Bretagne, tant pis, ma fille est quelque part, elle est vivante, mais elle ne doit pas savoir que j'existe, j'arrête. Et je l'ai rappelé quelques mois plus tard, parce que ça, je me suis dit, il y a peut-être une histoire à raconter. Et je lui ai dit, Catherine, parce qu'elle s'appelle Catherine, est-ce que vous m'autorisez à m'inspirer de votre histoire pour écrire un roman? Mais vous savez, ce que j'écris, c'est parfois, ça va, j'avais pas l'idée, mais ça ne sera pas exactement votre histoire, mais est-ce que le départ de votre histoire, je peux le faire? Elle m'a dit oui. C'est-à-dire, si elle m'avait dit non, Hortense, je ne l'aurais pas fait. Et après, j'ai fait l'histoire, et là, vraiment, je suis sorti, enfin, je raconte vraiment le début et vraiment son histoire, et après, au fur et à mesure, écrivant, sans faire de plan, ni connaissant la fin, j'ai avancé. Voilà, l'histoire d'Hortense. Et avec une fin qui, effectivement, est extrêmement brutale, et un peu comme, d'ailleurs, comme dans les films d'Hitchcock, laisse quelques questions en suspens. Mais c'est pas grave, en fait, parce que je trouve que c'est pas grave. Et effectivement, mon éditeur avait raison, après un coup de poing, on ne tourne pas une caresse. C'est comme ça. Mais c'est vrai que je reconnais que c'est assez. Je reconnais que c'est violent. Est-ce que dans le public, il y aurait déjà des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir par rapport à l'échange? Pas facile.